Aujourd'hui, le Hamas dit oui, nous sommes prêts à accepter cet accord, mais il faut que Israël se désengage de sa partie, c'est-à-dire se retire de sa partie. Or, dans le fond, cet accord que Donald Trump appelle historique n'a rien d'historique. C'est franchement une grande illusion, cet accord. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Stéphane Goldin. Stéphane, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, Shavua Tov. Shavua Tov, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes expert en sécurité et ancien officier des unités spéciales de l'armée israélienne. Alors avec vous, d'abord, on va parler de deux grands dossiers, l'Iran et la bande de Gaza. On va commencer par l'Iran parce qu'il y a à nouveau ce retournement de situation de ce matin. Il faut avoir le cœur solide avec Donald Trump. La veille, on a l'impression qu'il est en train de préparer une attaque massive contre les Iraniens. Et puis au milieu de la nuit, on se réveille en apprenant que finalement il a décidé de renoncer pour le bien de l'humanité. Comment vous réagissez, vous, en tant qu'expert sécuritaire, à ce genre d'informations ? Un retournement de plus, malheureusement pour Israël, avec une forte pression des pays du Golfe, et plus particulièrement de l'Arabie Saoudite, puisqu'il y a eu un coup de téléphone entre l'Arabie Saoudite et Donald Trump pour justement faire fléchir la pensée de Donald Trump. Donald Trump, dans le fond, depuis un certain temps, on l'a bien compris, ne veut pas la guerre, veut arriver à un accord. Dans le fond, ce qu'il regarde, Donald Trump, c'est d'abord les cours de la bourse. Et donc, de ce fait, le danger est toujours là. Et on n'arrivera pas à se défaire du régime des mollahs. Et cela entraîne d'autres, évidemment, indirectement ou directement, d'autres éléments. Le fait que la question du nucléaire n'est pas du tout traitée, mais parallèlement, c'est vrai qu'il y a la volonté de mettre un accord entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite sur aussi un accord nucléaire. Au-delà du nucléaire, il y a la question évidemment des proxys qui nous touchent plus particulièrement ici en Israël, et je pense au Hezbollah, mais je pense aussi au Hamas, et on va en parler dans quelques instants, et évidemment les Houthis, sans parler des milices chiites pro-iraniennes qui continuent d'ailleurs de frapper le territoire jordanien du territoire irakien, et évidemment la question des missiles balistiques qui est un danger pour évidemment l'ensemble des pays du Golfe, Israël, mais qui n'est pas simplement un danger pour la région, parce qu'on a bien vu qu'il pouvait aujourd'hui y avoir des missiles qui peuvent toucher des zones proches de l'Europe en Méditerranée. Alors, ce que l'on a remarqué également dans la déclaration du président Trump, c'est qu'il y a intégré Israël. Il a dit, même Israël est d'accord avec moi sur ce point, à savoir de ne pas lancer une opération massive contre des cibles iraniennes. Est-ce que d'une certaine manière, on n'assiste pas là à une volonté du président américain de tout faire pour que Netanyahou ne soit pas tenté de se lancer dans une opération tout seul, sans le soutien des Américains ? Je doute que Benjamin Netanyahou avait la volonté ou a la volonté de vouloir s'engager aujourd'hui dans une opération seule, solitaire, contre l'Iran. Par contre, c'est vrai qu'il prévient tout de suite et il met en garde Israël de ne pas le faire. Et donc, le fait d'intégrer Israël, d'abord remet Israël dans le cadre de la négociation, parce que c'est vrai que depuis un certain temps, on se sentait complètement absent de toute négociation, de tout accord, de toute discussion. On revient, je dirais, à l'intérieur de la discussion, on est intégré, mais avec évidemment un gros panneau, attention, surtout ne faites rien, ne bougez pas. On continue sur le statu quo qui est actuel, avec évidemment derrière tout ça la question libanaise qui doit aussi se jouer, puisque il doit y avoir une réunion demain et après-demain à Rome concernant la continuité, je dirais, de l'accord entre Israël et le Liban, avec une volonté évidemment de Trump d'arriver à un accord aussi sur ce sujet-là. Donc on voit très bien que les États-Unis essayent à tout prix de ne pas envenimer la situation, essayent de calmer Israël aussi. C'est vrai qu'Israël se trouve aussi dans une situation électorale, et c'est vrai qu'il y a des propos qui pourraient amener Israël à faire décoller ses avions, même si je doute que Benjamin Netanyahou ne le fasse pour pas mal de raisons d'ailleurs. Alors, on est quelques jours après la visite de Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Le Premier ministre est rentré à peine jeudi des États-Unis.
Est-ce qu'il y a là aussi peut-être, c'est-à-dire cette volonté de dire Israël aussi n'est pas est d'accord avec moi, c'est peut-être le résultat aussi de ces rencontres, mais est-ce que finalement le voyage du président du Premier ministre israélien ne s'est pas soldé par une sorte d'échec, pas véritablement de résultat tangible, c'est-à-dire peut-être qu'il n'a pas réussi à convaincre, persuader le président américain de la gravité, on va dire, de la menace iranienne? D'après tout ce que tout le monde sait, c'est que Benjamin Netanyahou, en arrivant aux États-Unis, est arrivé avec un nombre de documents classifiés émanant des services de renseignement israéliens pour montrer à Donald Trump toute la dangerosité de l'Iran et tout le fait que l'Iran continue à enrichir son uranium. Cela n'a pas dû suffire pour convaincre Donald Trump, excusez-moi, mais je reste persuadé que Donald Trump a un autre plan. Son plan, c'est évidemment trouver une sorte de consensus régional, sortir par le haut de cette affaire. Et Donald Trump, pour dire clairement les choses, ne veut pas la guerre, ne veut plus la guerre. Aujourd'hui, ce qui l'intéresse, ce sont les cours de la bourse, et les cours de la bourse continuent à fructifier aux États-Unis. Et de ce fait, il se dit pourquoi arriver à ce stade de la guerre quand concrètement les choses continuent à fonctionner comme il se doit. Depuis ça, il faut savoir que la base de Donald Trump, c'est-à-dire chez les républicains aussi, de plus en plus de voix s'opposent à la guerre, même si encore ce matin, Marco Rubio, son secrétaire d'État, a dit clairement qu'il fallait que le régime des Mollahs puisse tomber. Oui, effectivement, on est conscient du bras de fer qui existe entre Marco Rubio d'un côté et J.D. Vance de l'autre côté. Effectivement, c'était effectivement un point important. Donc, pour l'instant, on en reste à la voie diplomatique. Je voudrais venir avec vous en arriver au dossier de la bande de Gaza et de cet accord, de ces arrangements, on ne sait pas trop bien comment les appeler, conclus et qui donne le sentiment que finalement le Hamas, qui était en train jusqu'à ces derniers jours de se réarmer, de surarmer même d'une certaine manière, eh bien, apparemment le Hamas serait prêt à déposer les armes. Alors moi, je voudrais que vous nous aidiez à mieux comprendre, à mieux faire comprendre à nos auditeurs, parce que c'est difficile à expliquer. Est-ce qu'il s'agit d'un accord? Est-ce qu'il s'agit d'une clarification de l'accord qui a déjà été ratifié, qui a été déjà signé en septembre dernier au moment de la libération des otages? Et puis, est-ce que véritablement le Hamas accepte de se désarmer? Écoutez, j'allais dire, Daniel, tout ça pour ça, que cela soit l'Iran, que cela soit la bande de Gaza. Concrètement, nous sommes dans un accord qui était séparé en 3 volets. Nous sommes au 2e volet ou 3e volet maintenant. Au 2e volet, on est à peine au 2e volet. À peine au 2e volet. Et c'est vrai que dès le 1er volet, le Hamas n'avait pas accepté déjà cet accord. Aujourd'hui, le Hamas dit oui, nous sommes prêts à accepter cet accord, mais il faut que Israël se désengage de sa partie, c'est-à-dire se retire de sa partie. Or, dans le fond, cet accord que Donald Trump appelle historique n'a rien d'historique. C'est franchement une grande illusion, cet accord. Pourquoi? Parce qu'on demande au Hamas de rendre ses armes. On ne parle pas d'armes légères, on parle simplement d'armes lourdes. Ces armes ne vont pas être rendues à une autorité internationale, elles vont être rendues à un comité technique palestinien. Or, on sait que dans ce comité technique palestinien, il y a des membres du Hamas, il y a des membres de l'autorité palestinienne, il y a aussi des membres du djihad islamique. Et ça va rester dans la bande de Gaza. Et ça restera dans la bande de Gaza. Donc, c'est une grande illusion. Cela veut dire concrètement que le Hamas a tout intérêt à accepter, entre guillemets, cet accord, puisque dans le fond, elle légitime le Hamas dans sa présence sur les 40% qui leur restent dans la bande de Gaza, premièrement. Deuxièmement, ça va obliger Israël à se retirer de la bande de Gaza. Et concrètement, les armes vont rester, je parle des armes lourdes, vont rester dans la bande de Gaza aux mains des terroristes palestiniens, quelle que soit leur association ou leur organisation. Depuis on ne parle pas des armes légères. Or, il faut savoir qu'il y a des milliers d'armes légères et c'est vrai que pour mener des attentats contre les forces israéliennes, il ne suffit pas simplement d'avoir des armes lourdes. Il suffit d'avoir des armes légères. On l'a vu le 7 octobre. Les terroristes du Hamas, en rentrant sur le territoire israélien, étaient armés d'armes légères. Avec quelques armes lourdes, mais la plupart des terroristes étaient avec des armes légères. Donc on voit que cela ne résout pas du tout les choses. Ça va simplement peut-être mettre une certaine parenthèse pendant quelques années, mais on sait très bien que le Hamas
a une volonté de rester sur le territoire de Gaza, 2, a une volonté de vouloir continuer à diriger le territoire de Gaza. Troisièmement, on n'en a pas parlé, on parle de l'aide humanitaire. Comme quoi, dans l'accord, il y aurait 600 tonnes d'aide humanitaire qui pourraient arriver quotidiennement. Je voudrais simplement rappeler une chose. Depuis le début de la guerre, l'aide humanitaire a continué d'arriver à Gaza, à être acheminée à Gaza avec quelquefois plus de 600 tonnes quotidiennement. Donc tout ça est un grand mensonge. Il n'y a jamais eu de famine. D'ailleurs, à Gaza, il n'y a jamais eu autant d'aide humanitaire que depuis le début de la guerre. Donc on est dans une grande illusion. Il n'y a rien d'historique dans cet accord. Je pense que simplement Donald Trump essaye encore une fois de marquer un point au niveau international. Est-ce que c'est le prix Nobel de la paix? Je ne sais pas. Toujours est-il que tout ça va mettre en danger, encore une fois, les habitants du sud d'Israël, parce que leur assurer la sécurité en se retirant de la bande de Gaza, ce n'est pas une solution. Ça, il ne semble pas en être question, en tout cas, parce que si l'on entend les responsables sécuritaires israéliens, ils disent, finalement, nous ne bougerons pas de la ligne jaune tant que le Hamas n'aura pas déposé toutes ses armes. Donc, et ça semble apparemment légitime, même dans le cadre de cet arrangement. Donc, finalement, Israël a tout simplement besoin de laisser faire, de voir un peu si le Hamas avance, si le Hamas dépose des armes, s'il y a même des cérémonies symboliques où on voit les armes être déposées par les terroristes. S'il n'y en a pas, bien l'armée israélienne n'a pas besoin de bouger. Si ça se passe comme ça, c'est légitime. Mais je voudrais simplement, Daniel, vous rappeler ce qu'a dit le Hamas. Nous déposerons les armes à la seule et unique condition que Israël quitte la bande de Gaza. Ils l'ont dit encore avant Shabbat. Donc on voit très bien qu'il y a ce jeu qui se fait entre le Hamas et Israël. Donc il y a une double interprétation de cet accord. Il y a une double interprétation. Donc où va se poser la pression américaine? Est-ce qu'elle va se poser sur Israël ou sur le Hamas? Pour le moment, la pression américaine, elle se place sur Israël avec, dans le fond, un accord qui est tout bénéfique pour le Hamas in fine. Alors, ça, on verra exactement ce que l'avenir nous réserve. Je voudrais avoir votre réaction sur un événement, un épiphénomène qui s'est produit dans l'armée israélienne et vous nous aider à mieux comprendre. Dans la brigade Givati, il y a une sorte de rébellion de la part de plusieurs dizaines de soldats. Je pense que vous êtes au courant, vous en avez entendu parler. Des soldats qui ont servi, on va dire, avec bravoure au Liban, dans la bande de Gaza, et qui se sont rebellés contre leur commandant, le commandant de leur bataillon. Est-ce que c'est un phénomène rarissime dans l'armée, ou alors c'est d'une certaine manière le résultat de ces tensions dans lesquelles les soldats israéliens évoluent en permanence, que ce soit dans la bande de Gaza, au Liban, et que lorsqu'ils sortent de ces zones de guerre, eh bien, d'une certaine manière, ils laissent éclater une forme de colère? Écoutez, d'abord, c'est assez rare. Ça n'arrive pas tous les jours. Je pense qu'il y a une forme de tension, il y a une forme de ras-le-bol. Ce sont des soldats, comme vous l'avez dit, qui ont servi au nord, dans le sud, qui ont été face à énormément de tensions. Il y a probablement aussi une remise en cause de certains ordres qui ont été donnés par leur commandant. C'est quelque chose de très rare. Maintenant, c'est vrai que ça pose un questionnement. Est-ce que la question est liée au commandant ou est liée aux soldats? C'est une question qu'il faut se poser. Toujours est-il que c'est quelque chose qui est très rare, mais ça pose interrogation. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, faut le dire, au sein des soldats de Tsahal, qu'ils soient d'ailleurs, cela soit des conscrits ou cela soit des réservistes, une certaine fatigue, parce que pour certains, en tout cas des réservistes, ils ont servi plus de 400, pratiquement 500 jours, et avec, c'est vrai, une vision des choses qui n'a pas été claire, avec une stratégie qui peut-être pose certaines questions, et de ce fait, il y a des questionnements. Vous savez, Israël et Tsahal est une armée qui est démocratique. C'est vrai qu'on a le droit, dans Tsahal, de refuser un ordre, à condition évidemment de dire pourquoi. C'est déjà arrivé, et d'ailleurs quelquefois même c'est arrivé en ayant une proposition, je dirais, autre
émanant des soldats. Et quelquefois, cette proposition était plus claire et plus optimale que la proposition qui avait été faite par le commandant, mais quelquefois, ça a été le contraire. Donc, c'est vrai que tout ça est démocratique, mais c'est quelque chose de très, très rare. Mais il ne faudrait pas que ça prenne, je dirais, des proportions... Oui, d'ailleurs, l'affaire est rentrée dans l'ordre relativement rapidement. Court à tout. Voilà, exactement, parce qu'après, ça pourrait dégénérer. Et actuellement, nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons jouer avec ça. Je voudrais simplement rappeler que nous sommes toujours en guerre. Il y a toujours une menace au nord d'Israël. Il y a toujours une menace au sud d'Israël, même si pour le moment, on a une impression, je dirais, de paix, entre guillemets, et qu'il ne se passe rien. Mais il y a énormément de tensions. J'arrive là de la frontière libanaise où j'ai passé ces 4 derniers jours, et cette tension, je peux vous dire qu'elle est palpable. En arrivant dans une ville de Kiryat Shmona qui a repris, je dirais, sa vie, on a senti quand même énormément d'interrogations sur l'avenir du nord d'Israël, comme ce qui se passe au sud. Voilà, effectivement. Sans parler de la Judée-Samarie. On n'a pas parlé de tous les fronts, on n'avait pas le temps de parler de tous les fronts, mais effectivement, il y a le Liban, il y a la Judée-Samarie, effectivement. On aura l'occasion de se reparler. Merci beaucoup, Stéphane Goldin, de nous avoir éclairé sur les dossiers dont on a parlé, l'Iran essentiellement et la bande de Gaza. Bonne journée, Shavuot Tov, à bientôt. Shavuot Tov à tous.